Et salut la compagnie. Euh, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 26 septembre 2020. Ici Pangolin sympathique et ça fait plaisir de vous retrouver pour un petit épisode hors série qui va sortir un petit peu des pratiques habituelles de la chaîne puisque aujourd'hui on va s'écouter en fait une interview qui donne suite à la lecture que j'ai faite sur la chaîne il y a 10 jours maintenant, lecture de La culture du pauvre de Richard Hogarth, dans le cadre, comme vous le savez, des streams de lecture de sciences sociales que j'organise depuis quelques mois maintenant. Et ce semestre, entre guillemets, enfin ce trimestre entre guillemets, depuis euh, septembre jusqu'à décembre, les streams sont orientés sur la question des classes sociales. Le, le bouquin de Richard Hogarth, c'est un bouquin qui revient sur les pratiques culturelles des classes populaires au Royaume-Uni. Et j'avais choisi un chapitre en particulier qui touche sur la question de la consommation et sur l'apparente, entre guillemets, incohérence d'un certain nombre de pratiques de consommation exubérantes ou ostentatoires, incohérentes euh, du point de vue des groupes dominants. Ce que Richard Hogarth montrait déjà dans son bouquin et qui est le thème de la discussion d'aujourd'hui, c'est qu'en fait ces consommations-là ne sont pas du tout exubérantes ou incohérentes, mais en réalité rationnelles et correspondent à une situation matérielle d'où dérivent des pratiques culturelles de la part des classes populaires britanniques dans son cas. Je vais augmenter mon son. Et donc j'ai voulu doubler cette petite lecture pendant que j'étais en train de lire le bouquin de Richard Hogarth. J'étais aussi en train de lire le bouquin que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire Où va l'argent des pauvres de Denis Colombi, qui revient sur ces questions. Alors au départ, j'avais voulu faire une interview en live avec Denis, mais Denis étant quelqu'un qui est un peu occupé dans la vie, contrairement à moi, et ben il n'y a pas eu le temps, donc on a planifié d'une conversation enregistrée qui serait ensuite diffusée sur Yo! la chaîne en live. Et donc c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Voilà en gros pour le programme. La conversation dure 1h20. Euh, et, euh, et on va écouter, enfin principalement vous, parce que s'écouter soi-même parler et écouter une interview qu'on a faite, c'est très désagréable. Je dois déjà le faire pour mon boulot, j'aime pas trop le faire pour mes loisirs. Et donc je vais vous passer en fait l'interview. Il y a quelques personnes que j'avais invitées à poser des questions via Twitter et sur certains forums Discord aussi. Certaines de ces questions sont posées en fin d'interview, mais vous allez constater que quand on interviewe Denis Colombi sur son bouquin, euh, il, il- il a des choses à dire, le monsieur. Et donc notre créneau horaire qui était censé Yo! durer 30 à 45 minutes d'interview, puis ensuite les questions un peu des, entre guillemets, des auditeurs, s'est transformé en 1 heure d'interview. À ce moment-là, on avait explosé notre temps. Et, euh, et les 20 minutes restantes à des questions qui venaient de vous. J'en informe les gens qui ont posé des questions sur Batman, parce que Denis Colombi est très fan de Batman. Il n'y aura pas de questions sur Batman, voilà. Je m'en excuse, j'ai privilégié d'autres questions à celle-là. Il n'y aura pas non plus de sous-titres pendant l'interview de façon un petit peu plus sérieuse, je m'en excuse aussi. La raison pour laquelle il n'y aura pas de sous-titres, c'est que le logiciel de sous-titres que j'utilise ne peut sous-titrer que ce qui se passe dans un micro. Et j'arrive pas à lui faire croire d'habitude j'arrive à faire croire Yo! que comment ça s'appelle? Que mon, que mon audio est un micro, mais là, rien à faire, j'y arrive pas. Yo! Donc ben, je suis désolé, il faudra faire sans cette fois-ci. Je me rends compte que j'ai un petit souci sur la page que j'essaye d'ouvrir, mais vous savez quoi, je vais désactiver le système de... Voilà, je vais désactiver le système d'abonnés pour l'interview. De toute façon, c'est pas important qu'on les voit. J'ai des gros problèmes aujourd'hui avec le système d'interview. Me concernant, je vais lancer l'interview maintenant. On va avoir une transition. Vous allez voir que le setup est extrêmement complexe puisque c'est une vidéo VLC.
Il y aura mon micro qui sera donc débranché. Et puis moi, je vous revois très rapidement dans 1h20 à peu près pour un petit peu de discussion des questions et l'annonce du programme à venir. Euh, Vous aurez aussi, je vais le modifier pendant le stream, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin, vous aurez aussi des liens pour vous procurer le bouquin de Denis euh, dans la page Twitch qui seront mis à jour pendant l'interview. Voilà, moi je vous souhaite une bonne écoute, Yo. j'espère que l'interview va vous intéresser, et puis je laisse immédiatement la place à moi-même et Denis Colombi. C'était donc une interview qui a été enregistrée mardi soir. Yo. Denis, bonjour, bonsoir, on se connaît dans la vie, donc je te propose qu'on se tutoie pendant l'interview, est-ce que ça te convient? Ça me va. Ok, écoute, ça me fait très plaisir que tu aies accepté de parler un peu de ton bouquin, de parler aussi aux auditeurs. Euh, Ça me fait très plaisir d'être là et ça me fait très plaisir évidemment de parler de mon bouquin. C'est toujours assez agréable comme truc. D'autant plus que c'est un bouquin qui, est un peu, qui a été relativement marquant en fait pour un bouquin de sociologie, au niveau Je sais médiatique en pas. tout cas. Pour moi, oui, il a été marqué parce que je l'ai écrit. J'espère qu'il pourra intéresser d'autres personnes que moi-même. En tout cas, il a bénéficié de présentations dans Mediapart, il a bénéficié de présentations d'un certain nombre de publications qui lui ont donné un certain écho. Oui, oui, il y a eu ça a l'air d'avoir intéressé pas mal de gens. J'espère que ça va continuer, que plus de personnes vont le lire. Alors déjà, avant de parler du contenu du bouquin, d'habitude je fais un peu sur les streams une présentation de l'auteur, que par les informations que moi je récupère par-ci par-là. Mais là, comme l'auteur est là, ça me fait du travail en moins. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour le public? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée depuis beaucoup trop longtemps. Parce que, pas parce que c'est lent, pas parce que c'est déplaisant, mais parce que je me rends compte que je suis plus vieux que je veux bien me l'avoir moi-même. Donc, je suis professeur de sciences économiques et sociales. Je suis aussi, après avoir commencé à faire ça, j'ai soutenu une thèse en sociologie, plutôt sociologie économique, pour d'ailleurs faite sur les marchés du travail internationaux. Et je suis également depuis 2007, même si j'ai un peu ralenti depuis quelques années, blogueur. J'ai un blog qui s'appelle Une heure de peine, consacré Yo. à la vulgarisation de la sociologie. Et dont le bouquin est en quelque sorte une excitation, peut-être pas naturelle, mais c'est parti de là. C'est parti de billets que j'avais écrits sur le blog, plutôt que je une démarche de vulgarisation de la sociologie et des sciences sociales. Et le livre est à la continuité de cette activité qui finalement occupe le plus gros de ma vie professionnelle, puisque c'est aussi ce que je fais en tant que professeur au lycée. Essayer d'expliquer ce que sont les sciences sociales, pourquoi c'est intéressant, ce que ça peut apporter à la coopération humaine, à la réflexion scientifique, politique et tout ce genre de trucs. Mais alors Voilà, juste, si je peux définir, je suis essentiellement vulgarisateur des sciences sociales. Yo. et pour toi, c'est une activité qui est la même quand tu écris ce bouquin, quand tu fais ton blog et quand tu es en classe. Oui, enfin, je vois vraiment, c'est évidemment pas tout à fait la même chose parce qu'on va pas le faire sous la même forme, ni avec les mêmes contraintes, ça ne passe pas au même public, mais par contre, c'est toujours plus ou moins quelque chose de la continuité, c'est-à-dire que je ne produis pas dans ces activités-là, je ne produis pas de connaissances originales, je parle d'abord des travaux des autres, j'essaye de les diffuser et de les rendre accessibles à un public qui n'a pas forcément l'habitude, pas les codes pour lire directement les travaux, pour accéder directement aux travaux des chercheurs. Donc moi, je me vois comme un passeur qui va essayer de rendre ça, à la fois de rendre ça accessible, mais aussi de restituer un certain nombre d'enjeux politiques, pratiques, euh, qui vont intéresser plus largement la communauté des chercheurs. Le pseudonyme que j'utilise sur Twitter, qui est aussi le titre de mon blog et que j'utilise ailleurs, c'est Une heure de peine. Ça vient en fait d'une citation que pratiquement, je pense, tous les sociologues connaissent, mais que les autres ne reconnaissent pas forcément. Une citation d'Émile Durkheim, fondateur de la sociologie en France,
qui sait, la sociologie ne vaudrait pas une heure de peine si elle ne devait avoir si elle ne devait être qu'une activité spéculative, si elle ne devait pas avoir d'intérêt pratique. C'est-à-dire si elle ne devait pas servir à un moment donné autre chose que la poursuite pure et désintéressée de la connaissance. Et moi, je considère que mon activité, c'est aussi justement à prendre des connaissances sociologiques qui sont produites dans ce champ scientifique plus ou moins autonomisé, qui est plus ou moins comme souci d'abord la production de savoir et de les restituer à un public plus large. Donc, tu as montré les applications pratiques, politiques et tout ce que l'on voudra, et te montrer l'intérêt en fait que ça a de faire de la sociologie au-delà du cercle des seuls chercheurs. Alors, pour parler de ton bouquin, comme tu as dit que c'était un peu un dérivé de ton blog, toi, la question de la pauvreté, au départ, c'est pas ta spécialité, en tout cas en tant que doctorant. Pourquoi et comment est-ce que tu t'es retrouvé à écrire un bouquin sur ce thème? Alors, je me suis retrouvé à écrire un bouquin sur ce thème, en fait, comme beaucoup de choses que j'ai écrites et que j'ai écrit à tort sur le code, c'est-à-dire c'est parti d'une irritation par rapport au débat public. Il y a à tort régulièrement, et je pense que c'est très loin de finir, des prises de position un peu radicales, un peu fortes sur la question de la pauvreté et notamment sur la question de la façon dont les pauvres utilisent leur argent. Avec une proposition qui finalement est assez récurrente, il y en a eu encore un épisode il y a là en août, cette idée qu'on ferait mieux de donner de l'argent aux pauvres sous forme justement pas sous forme d'argent, sous forme de chèque restaurant, chèque obligatoire ou carrément en nature, ce genre de choses. Pour les empêcher de Et mal c'est quelque utiliser chose. leurs fonds, en fait. Pardon? Pour les empêcher de mal utiliser leur budget, en fait. Très bien. Pour les empêcher d'en avoir des utilisations considérées comme mauvaises. Alors là, récemment, en août, c'était autour de l'allocation de rentrée scolaire, dont un homme politique a dit oui, mais vous comprenez, sinon ils vont l'utiliser, si on leur donne sous forme de monnaie, sous forme d'argent, ils vont l'utiliser pour acheter des écrans plats, des consoles de jeux, des smartphones, et pas des livres et des cahiers. Et ce genre de discours me s'appelait assez à contradiction avec ce que je pouvais connaître de la sociologie économique portant sur l'analyse de la consommation et l'analyse de la pauvreté. Et si effectivement je ne suis pas par en tant que docteur spécialiste de la sociologie de la pauvreté, j'ai par contre travaillé en sociologie économique. Et c'est un champ sur lequel je me suis plutôt spécialisé, même si j'étais sur un objet a priori assez différent, mais en fait, avec une proximité qui est celle d'appliquer au phénomène économique l'analyse sociologique. Et donc, j'ai écrit comme ça un billet de blog qui réagissait à ça en reprenant les travaux de différents chercheurs. Et d'abord une chercheuse que je tiens toujours à citer là-dessus, qui s'appelle Anna Pera-Heredia, qui a travaillé précisément sur les ménages pauvres en France et leur rapport à la consommation, et aussi à l'épargne. Et ce billet de blog que j'avais écrit dessus, qui visait à essayer de comprendre en fait pourquoi certaines consommations des pauvres qui sortent de l'extérieur, irrationnelles, mauvaises, pas souhaitables, sont en fait, lorsqu'on regarde de l'intérieur, parfaitement rationnelles et sont en fait des techniques de gestion de la part des pauvres pour faire face à leurs difficultés. Donc ce billet a eu pas mal de succès, dans le sens où il a été pas mal lu, mais surtout j'ai vu régulièrement des gens qui sont venus me parler en me disant que ça leur avait apporté quelque chose de le lire. Et aussi des personnes qui le citaient, qui le réutilisaient sur Facebook, sur Twitter, dans différentes interactions, dans différentes discussions. Ça aurait pu en rester là s'il n'y avait pas eu l'initiative de mon éditeur, Renaud Pachette, chez Payot, qui un jour m'a écrit en me disant est-ce que ça vous intéresserait d'écrire un livre là-dessus. Donc j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là de cette proposition. Évidemment, je lui ai dit d'accord. Et avec quand même voilà, une condition, c'est que j'ai le temps de lire
sur le thème que je connaissais un peu auparavant, mais j'avais vite approfondir quand même le thème de la pauvreté. Donc j'ai fait des lectures complémentaires, j'ai pu compléter un exercice qui soit un peu un exercice de synthèse de la littérature à sociologie et à sociologie économique sur le thème de la pauvreté et de la consommation des plus pauvres. Et pas simplement de faire une synthèse qui soit une synthèse de type revue de la littérature qu'on trouverait qui est plus un article ou une thèse de sociologie, mais qui soit une forme justement de vulgarisation qui pose qui partent en fait des questions que l'on peut se poser sans être sociologue sur la question et qui amène progressivement à y réfléchir et à voir la chose avec un regard sociologique. Alors Voilà, c'est comme ça que ce livre est né. Ça, c'est un point qui est intéressant. Quand on regarde un peu, je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de faire à travers les lectures, de se pencher sur les sources en fait de la connaissance sociologique. Dans ton bouquin, c'est une source bien particulière, c'est que tu as lu les bouquins d'autres gens en réalité. Voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire c'est un exercice de synthèse. Voilà, je me suis penché sur pas mal d'ethnographies de la pauvreté en France et aux États-Unis. Je me suis penché sur des données quantitatives sur la pauvreté, sur les différents cadres théoriques qui peuvent se poser sur cette question-là. Et j'ai essayé de donner à tout ça une forme qui soit accessible et en même temps qui donne tes connaissances solides, qui s'appuie sur tes connaissances solides sur la question. Voilà. Mon but, en fait, avec ce livre, c'est aussi, à quelque sorte, t'amener le lecteur qui pourra être intéressé à lire d'autres livres, que ce soit une sorte de porte-attrait qui se dise cette référence qui est citée à ce moment-là, ça a l'air intéressant, je vais aller la voir. Alors, pas forcément, il n'y a pas forcément, toutes les références n'intéresseront pas tout le monde, mais si ça intéresse un certain nombre de lecteurs d'aller voir après, de découvrir plus largement la sociologie, de s'intéresser à la sociologie, pour moi, c'est ce que je cherche à faire. Alors pour rentrer un peu dans la thématique véritablement du bouquin, tu poses la question où va l'argent des pauvres, c'est un bouquin sur la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Vaste question, ce qu'est la pauvreté. On a beaucoup d'approches différentes de ce qu'est la pauvreté. On a beaucoup de représentations aussi dessus. On peut dire, pour essayer de dire ce qu'est la pauvreté, on peut partir un peu d'un certain nombre de problèmes que pose la notion. La première chose qu'il y a à dire, c'est que la pauvreté, pour qu'on puisse parler de la pauvreté, c'est que ça doit être un concept relationnel. Une société qui serait très fortement égalitaire, mais où tous les individus vivraient à ceux qui nous appelleraient aujourd'hui comme une forme de pauvreté, avec un niveau de confort moindre. On peut imaginer une tribu, une société de chasseurs-cueillards. C'est une société où il n'y aurait pas de pauvreté, tu as le sens où tout le monde vivrait à peu près dans les mêmes conditions. Il n'y a pas un groupe qui pourrait être identifié comme état pauvre. Donc il y a une dimension relative à la pauvreté, elle ne prend place que tu as des sociétés différenciées, telles lesquelles existent des inégalités de richesse. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la pauvreté, c'est un phénomène qui a plusieurs dimensions, qui n'est pas simplement une privation économique. Dans le sens où on peut avoir des groupes, des individus dans la société française contemporaine qui ont des niveaux de richesse économique qui sont relativement faibles, mais qui ne sont pas identifiés, qui ne sont pas reconnus comme pauvres. Les 7 simples, deux des 7 simples que je prends dans le livre, que j'aime bien prendre là-dessus, c'est les 7 ermitages du spectacle et les travailleurs du secteur de la banque, sur laquelle il y a une très belle athlète qui s'appelle le plus beau métier du monde. On montre en fait que voilà, sur deux secteurs, on a des personnes qui vivent avec des revenus relativement faibles, voire très faibles, mais qui ne sont pas identifiés
comme pauvre, et notamment le fait qu'il ne soit pas identifié comme pauvre va conduire à permettre qu'il soit l'objet de politiques publiques, parfois de protection. C'est le cas pour les intermittents du spectacle. On a un régime spécial pour gérer en fait les difficultés économiques que peuvent rencontrer cette catégorie de personnes, mais qui n'est pas vu comme un système d'assistance et qui est donc pas remis à cause. Il est critiqué, est souvent remis à cause, mais il n'est pas remis à cause exactement dans les mêmes termes, par exemple, que les assurances sociales ou que les dispositifs d'assistance comme le RSA. Donc ça pose ici la pauvreté comme étant un phénomène qui n'est pas strictement économique, mais qui a aussi une dimension de stigmate et de position dans les rapports sociaux. Et alors cette dimension... Non, vas-y, tu voulais rajouter un truc ? Je voulais rajouter un truc qui me semble important, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, c'est des analyses qui sont assez classiques sur la pauvreté en sociologie. Et malgré ça, ce que j'ai voulu mettre, ce sur quoi j'ai voulu mettre l'accent sur la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est quand même, et il ne faut pas que ces analyses nous le fassent oublier, c'est aussi un phénomène quand même économique, c'est un phénomène de privation. Et j'ai voulu montrer que cette privation économique qui va avec la pauvreté, le fait que ça concerne des personnes qui ont des budgets faibles, parfois vraiment très faibles par rapport à ceux que l'on connaît, implique une façon particulière de gérer ses ressources, implique une façon particulière de gérer sa vie, de faire ses choix de consommation et impose donc une dimension matérielle tout à fait déterminante pour comprendre les vies et les choix et les comportements des plus pauvres. Et donc j'ai fait le choix dans ce livre de mettre l'accent sur cette dimension matérielle en essayant d'obtenir l'existence d'autres dimensions de la pauvreté, mais c'est quand même celle-ci qui m'intéresse prioritairement dans ce livre. Alors avant de parler de ça, et on va avoir l'occasion d'approfondir, tu reviens en effet assez longuement sur ce que toi t'appelles les émeutes du Nutella, mais il y a eu tout un tas de faits divers de ce style, c'est-à-dire une réduction dans une chaîne de supermarchés pour de la pâte à tartiner, tout un tas de gens qui viennent pour essayer d'en avoir, et ce qui conduit un peu à une bousculade et qui est repris avec une présentation médiatique très dramatique, très axée sur... Ce terme émeute, évidemment, c'est pas des émeutes. Voilà, c'est une bousculade. Mais la façon dont ça a été qualifié d'émeute est significative d'une forme de panique morale un peu récurrente sur ce thème-là. Et qui va chercher en fait à décrire les personnes qui sont prises dans ce type de situation comme en quelque sorte des mauvais pauvres, par contraste avec des gens qui seraient des bons pauvres, des gens moraux, raisonnables, qui se restreignent, etc. Cet aspect-là, comment est-ce que toi tu le contredis en fait ? Moi, je le contredis en essayant de montrer que lorsqu'on on dénonce en fait, et c'est ce qui est fait le plus souvent, les consommations des pauvres, à qui ça, vous voyez, s'ils étaient vraiment pauvres, enfin, il y a deux façons de le faire. Soit s'ils étaient vraiment pauvres, ils ne consommeraient pas ça. S'ils étaient vraiment pauvres, ils ne s'achèteraient pas du Nutella. S'ils étaient vraiment pauvres, ils n'auraient pas de smartphone. Et moi, j'essaye de contredire ça en montrant qu'en fait, justement, quand on est pauvre, quand on est dans une situation de privation économique assez forte, c'est souvent un choix assez rationnel et tout à fait compréhensible, et c'est un mode de gestion de la pauvreté de, par exemple, acheter un smartphone, consacrer de l'argent à un smartphone, parce que le smartphone, en fait, c'est un mode économique d'accès à Internet dans une société où l'accès à Internet est devenu absolument essentiel. Et le smartphone, de ce point de vue-là, un choix beaucoup plus économique, beaucoup plus intelligent que de chercher à avoir un ordinateur, par exemple, de bureau qui va prendre plus de place, qu'on ne pourra pas forcément connecter à Internet parce qu'on n'aura pas, tu dois se payer un abonnement, tu as le smartphone, on peut aller ta société commerciale, bénéficier du Wi-Fi gratuit, ce genre de choses. Donc, c'est un choix qui est irrationnel. Et si on prend l'exemple, par exemple, du Nutella, où tes pâtes à tartiner équivalentes, elles ne sont pas consommées exclusivement par les plus pauvres,
loi Safo, parfois les plus pauvres sont amenés à acheter des marques. Je crois que c'est Jamel Debbouze qui a un sketch là-dessus sur le fait qu'il n'avait pas du Nutella, mais qu'il avait l'équivalent de Lidl Ouais, quand il était petit. le Mutella avec un M, ouais. Voilà, le Nutella. Et en fait, tu comprends que lorsque, enfin, pourquoi les classes populaires, d'une façon générale, sont celles qui consomment le plus ce type de pâte à tartiner, moins que les classes supérieures qui se tournent plutôt vers des produits plus sains. En fait, on peut relier ça simplement à la façon d'élever les enfants. Euh, et les parents de toutes les catégories sociales, en fait, répondent à peu près aux mêmes situations. Il faut aimer ses enfants, il faut chercher à leur faire plaisir, mais c'est plus difficile de leur faire plaisir lorsqu'on est pauvre, parce que on peut pas leur donner tout ce qu'ils veulent et tout ce dont ils sont envie. Le Nutella, la pâte à tartiner, a fait quelque chose qui est finalement assez économique pour leur faire un petit plaisir, parce que c'est coûteux aussi de dire systématiquement c'est sa femme, non, je ne t'achèterai pas ça, non, je peux pas, non, ça c'est pas possible. Le Nutella, la pâte à tartiner, on peut leur dire oui, ça coûte un peu cher, mais ça coûte moins cher que beaucoup d'autres choses. Et c'est un moyen aussi souvent de les protéger contre le poids de la pauvreté, c'est-à-dire, bon, les parents vont se priver un peu, mais au moins les enfants, ils mangeront quelque chose qu'ils aiment, et puis se s'attireront comme leurs copains. Ils s'éviteront peut-être aussi, tel cas de vêtements, de baskets à la menthe, ils s'éviteront des manches. Donc en fait, la première chose que je fais, c'est d'essayer de montrer que c'est des consommations qui en fait sont des choix de gestion qui sont relativement rationnels de la part des pauvres et qui sont des modes d'adaptation à la pauvreté. Et l'autre façon dont je peux le faire, c'est d'essayer de montrer que les consommations, la façon dont les pauvres gèrent leur argent, font des dépenses, s'explique avant tout par non seulement par tes modes de gestion de la pauvreté, mais aussi par la pauvreté elle-même, par le fait que on essaye le fait d'avoir tes revenus faibles impose tes choix de consommation qui peuvent s'appeler de l'extérieur irrationnels, qui sont en fait rationnels, et aussi impose, que les pauvres en fait sont des consommateurs comme nous. Par nous, certaines personnes qui ne sont pas pauvres, si je passe seront les plus nombreuses à lire le livre. Je pense que les personnes en situation de pauvreté ne prendront pas grand-chose à lire mon livre. Ce sont des choses qu'elles connaissent déjà. Ce qui est souvent le cas des bouquins de sciences sociales d'ailleurs. On apprend rarement des choses aux gens sur lesquels on travaille. Voilà, le but c'est d'apprendre des gens à d'autres personnes parce que comment dire, les sociétés sont complexes et tout le monde ne connaît pas tout sur tout le monde. Alors, je me permets de te reprendre sur le truc que tu disais il y a une seconde, sur le fait de dire c'est rationnel, c'est des questions qui sont liées à cette situation. Il y a une notion dont tu parles et deux notions dont tu parles qui sont intéressantes. D'abord, c'est de parler de dépenses contraintes, de budget contraint, et ensuite, tu parles du marquage de l'argent. Et j'ai noté une phrase qui est assez intéressante où tu dis on épuise immédiatement les revenus parce qu'ils ont une destination précise. Oui. Le marquage de l'argent, alors c'est une notion qui vient de la sociologue américaine Liliana Selicer, qui est intégralement de la sociologie économique contemporaine américaine. En fait, elle part de cette question, l'argent a-t-il une hauteur? Enfin, on dit que l'argent n'a pas d'auteur, donc il est du point de vue économique, c'est comme ça que les économistes le passent, et il peut être affecté à n'importe quelle activité, à n'importe quelle dépense. Et moi, en fait, c'est pas le cas, que souvent l'argent est marqué, c'est-à-dire qu'au moment même où il est reçu, il peut être destiné à une utilisation particulière. Donc, on ne va pas dépasser son argent toujours de la même façon. Et elle travaille notamment sur une étude, alors elle donne un exemple qui est assez marqué comme ça, c'est une étude sur les prostituées suédoises, si je ne me trompe pas, mais c'est peut-être un autre pays nordique, on va dire suédoise parce que je ne sais plus la référence exacte en tête. En fait, la quête, c'est pas elle qui l'a fait, c'est une quête quel site, montre que
les prostituées t'as ce pays-là ont en fait deux sources essentielles de revenus, celle qui vient de leur activité de prostituée et celle qui vient des aides sociales. Et on voit qu'en fait, elles utilisent les deux sources de façon relativement différente. L'argent qui provient des aides sociales, elles l'utilisent pour leur famille, pour leurs enfants, parce que certainement pour tes enfants, et tout, elles le gèrent de façon comment dire, rationnelle, très sérieuse. Et l'autre, celui qui vient de leur activité de prostitution, par contre, il est utilisé presque immédiatement pour acheter tout ce qui est drogue, alcool, vêtements et choses comme ça. Donc en fait, on a un marquage de l'argent en fonction de son origine qui fait qu'on ne le consacre pas à la même chose. Ce qui permet déjà de se rendre compte qu'il y a des capacités de gestion qui sont pas négligeables, puisque ça demande de l'activité. Et puis que l'argent, la source de l'argent peut contraindre les utilisations. Et par exemple, tout ce qui est argent issu des activités illégales, que ce soit dans le cas de ces prostituées suédoises ou en France ou ailleurs, c'est un argent qu'on ne peut pas utiliser n'importe comment. Des jeunes, de jeunes gens de quartiers difficiles, qui vont le peu, qui vont parfois racketter, qui vont récupérer de l'argent comme ça, qui vont trafiquer un peu, faire du trafic de drogue. En fait, cet argent ne leur permet pas de sortir de la pauvreté, ni même d'ailleurs toujours de venir en aide à leur famille. On se rend compte que eux ont aussi une façon de rechercher non seulement de l'argent, mais un argent qui est une source qui provient d'une source légitime. Pour le dire simplement, l'argent qui provient du trafic de drogue, on ne peut pas le donner à sa mère pour l'aider à payer les courses. Parce que si on le fait, la mère va te demander, mais où est-ce que tu l'as récupéré cet argent? Et ça va poser évidemment beaucoup de problèmes. Tout l'importance pour eux d'avoir souvent une activité légale qui leur permet d'avoir de l'argent pour aider leur famille et avoir à côté une activité éventuellement illégale qui leur permet de se livrer en fait à des formes de consommation qu'ils aimeraient avoir, comme l'achat de vêtements ou de choses comme ça, pour se conformer en fait à un modèle de consommation dominant qu'ils voient par la télévision ou autre, ou par les autres, par l'observation des jeunes de classe plus aisée, mais auxquels ils ne sont pas accès par ailleurs. Le genre de petit plaisir qui se ferait s'ils avaient des salaires corrects, en fait. Voilà, c'est-à-dire tous ces achats de plaisir qui peuvent être des sorties, qui peuvent être de la nourriture, qui peuvent être voitures, etc., auxquels ils ne sont pas forcément accès, qui ne peuvent pas avoir accès par un emploi légal qui en fait les satisferait plus, qui reste l'objectif le plus désirable, mais qui n'est pas accessible pour d'autres raisons. C'est ça, ce marquage de l'argent. Alors une autre façon, entre guillemets, de marquer l'argent, même si c'est pas exactement le même concept, c'est de le transformer de façon à ce qu'il puisse pas être alloué à autre chose, et notamment à ce qu'il puisse pas être alloué à payer des retards de loyer, des retards de factures, etc. Et c'est de le transformer en fait en nourriture qui fonctionne comme une sorte d'épargne. Tu parles des congélateurs. Alors je te redis une citation de ton propre bouquin à propos des congélateurs. Le congélateur démultiplie à lui seul les capacités d'épargne, de prévision et de protection contre le manque, et participe ainsi pleinement à la rationalisation des comportements économiques des pauvres. Donc en fait, c'est ce qu'on peut concevoir comme étant des mauvaises pratiques. Par exemple, pas payer sa facture et s'acheter plutôt énormément de boîtes de conserve ou énormément de viande congelée quand il y a une réduc et ce genre de choses. C'est pas une incapacité, mais c'est au contraire une excellente capacité à budgéter, tu dis. Oui. C'est-à-dire, pour revenir sur le marquage de l'achat juste un instant, ça ne concerne pas simplement l'achat légal et illégal, ça va aussi concerner, par exemple, l'achat issu du salaire normal, l'achat issu des primes, l'achat issu des ressources, des allocations et des aides sociales. Tout ça va faire l'objet, en fait, peut faire l'objet de modes de gestion différents. Et de fait, lorsqu'on regarde un peu finement les pratiques qui apparaissent dans les enquêtes ethnographiques de gestion de l'argent des pauvres, on se rend compte qu'il y a des formes de gestion qui sont beaucoup plus rares en fait dans les classes moyennes et supérieures.
tes chats qui tiennent vraiment leur code, qui écrivent dans ce cahier, tes téléphones dépassent, j'ai acheté telle chose, je l'ai payé tant, etc. Ce qu'on ne fait pas forcément, qu'on fait beaucoup plus rarement, qu'on a beaucoup plus d'argent. Ce qui permet de pas rattraper un peu cette idée que les pauvres, en fait, gèrent mal leur argent. En fait, il faut peut-être plus d'efforts de gestion de cet argent que les autres, simplement, ils en ont moins. Et concernant cette histoire de oscillateur qui vient ici, c'est les analyses de Anna Pera et Rekia que je citais tout à l'heure. Ça me paraît important de mettre en avant ces travaux qui sont vraiment, vraiment très intéressants. Donc, en fait, on pourrait se représenter, on se représente lorsqu'on vient de classe moyenne supérieure, on se dit quelle est la bonne façon de gérer son argent, quelle est la bonne façon de gérer ses dépenses. On va établir un budget avec une colonne ressources, une colonne dépenses. On va essayer de faire correspondre les deux et idéalement, on va essayer de dépasser moins que ce que l'on gagne et ce qui reste va être épargné. Et une chose qui est souvent mal vue chez les pauvres, c'est de dire il s'épargne pas, s'il était assez fort quand même, il pourrait mettre de l'argent de côté et il pourrait comme ça se constituer une épargne et potentiellement sortir de la pauvreté. Alors déjà, c'est assez douteux parce que lorsqu'on a des revenus très faibles, il faudrait se priver pendant vraiment très 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 longtemps pour avoir simplement parfois de toi à peine payer un mois de loyer supplémentaire, ce qui ne permettra pas de sortir de la pauvreté. Et d'autre part, il y a des formes d'épargne non monétaire chez les pauvres qu'on ne voit pas, immédiatement et que l'on peut avoir tendance à négliger. C'est-à-dire que un mode de consommation de dépasse de l'achat courant dans les milieux les plus pauvres, dans les classes populaires, c'est tiens, c'est un revenu TikTok, je vais immédiatement le dépasser. Je vais aller tout dépasser immédiatement. Pourquoi ça peut s'appeler, une fois de plus, irrationnel? En fait, c'est au contraire rationnel que la situation en est. Si on laisse l'achat sur le compte à page, il peut disparaître de plein de façons. Il peut y avoir des impôts qu'on n'avait pas prévus. Il peut y avoir une facture qu'on avait oubliée ou qu'on n'avait pas prévue. Il peut y avoir des pénalités de la part de la page parce qu'on se retrouve à découvert à un moment donné parce que par beaucoup d'argent. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui viennent faire disparaître cet argent. Le dépasser immédiatement. Stocker. T'as sur Oscillator, sur Akashipi, sur tout ce que l'on voudra. En fait, on conserve de la richesse sous forme matérielle, ce qui va avoir une fonction importante pour faire face aux difficultés. On préfère souvent carter un Oscillator ou un Akashipi plein de nourriture, de conserve, de choses comme ça. Plutôt que d'avoir de l'argent sur le compte à part, parce que c'est plus sûr lorsqu'on est pauvre d'avoir une épargne comme ça sous forme matérielle. Et donc, en fait, c'est une forme d'épargne, véritablement, une forme de gestion de la pauvreté sur lesquelles on peut complètement ignorer, mépriser lorsqu'on la voit depuis une autre position que de l'intérieur. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure parce que je pense que c'est intéressant de le développer parce qu'à ce moment-là de la discussion, moi j'entends comment dire le type de droite qui aime pas les excuses sociologiques dire mais au fond t'es pas obligé de manger de la viande à tous les repas, t'es pas obligé d'aller emmener tes enfants à Disney, t'es pas obligé d'avoir de la pâte Nutella et c'est un truc dont tu as déjà parlé et tu pourrais très bien effectivement mettre quelques sous de côté et t'en sortir. Et toi tu réponds non en fait, c'est complètement faux de voir les choses comme ça permettra jamais de s'en sortir. Est-ce que tu peux développer? Je sais qu'il y a un cas que t'aimes bien citer, c'est le cas du buffet du festin de homard qui illustre assez bien ce truc là. Alors oui, c'est un cas qui vient de l'ouvrage de Matthew Desmond, Invite Expulsion, que j'invite vraiment tout le monde à lire, parce que c'est une magnifique, vraiment très très belle enquête ethnographique sur les expulsions aux États-Unis.
Et c'est écrit d'une façon qui est extrêmement accessible, c'est-à-dire c'est écrit, ça peut se lire vraiment, quand on dit ça peut se lire comme un roman, voilà, ça peut vraiment se lire sur un roman. L'auteur, un sociologue américain, suit une petite tisane de familles et un petit nombre de propriétaires. En fait, il en a vu beaucoup plus, mais sur ça, le livre, un petit nombre qui illustre ce qu'il veut dire. Voilà, c'est très agréable à lire. Et il y a tout à ce cas d'une femme âgée d'une soixantaine d'années qui s'appelle Laren, qui vit dans un trailer park. Donc pas une caravane, c'est un mobil-home. Euh, qui, une fois par an, en fait, pour l'anniversaire du décès de son mari, elle va dépasser tout son revenu, c'est-à-dire c'est une aide sociale, c'est des food stamps, c'est des bons d'achat de nourriture. Je crois que c'est quelque chose comme, je trouve la somme exacte la tête, ça doit être $80, quelque chose comme ça. Elle dépasse tout en un repas pour se payer, alors tu homard, tarte au citron, voilà, des choses comme ça. Et ça peut s'appeler effectivement, et tu vois, on se dit, ah oui, mais elle ferait mieux de mettre l'argent de côté. Et Mathieu Tessman fait remarquer, ok, si elle met de l'argent de côté, si elle fait tes efforts considérables, ça va lui te mettre un peu d'argent de côté tous les mois, ça va lui te tes sacrifices énormes. Alors, pas simplement sacrifier le repas de homard annuel, mais aussi ne pas s'acheter de vêtements. Alors qu'elle a tes vêtements qui vieillissent, qui sont vieux, invite à tes cotitions de salubrité, de propreté qui sont vitales, ces vêtements s'usent assez vite. Ça lui permettrait de se priver de la télévision, par exemple. Ce qui pour une femme qui a une soixantaine d'années, qui ne travaille pas parce qu'elle ne peut pas retrouver un emploi à cet âge-là sur le marché du travail, tu mivoltis à ce moment-là parce que c'est difficile, tu n'as pas vraiment de famille, tu n'as pas de téléphone. Ou lui priver elle se prive de la télévision, c'est trop sacrifice. Elle a rien d'autre à faire t'as la journée. Donc c'est aussi tous ces sacrifices énormes. Il faudrait aussi parfois certains mois qu'elle ne mange pas ou très très peu. À la fin d'une année d'efforts comme ça, elle n'aurait même pas de quoi payer un mois supplémentaire de loyer. Et une fois de plus, il suffit d'un accident quel qu'il soit, un accident de santé par exemple, qui aux États-Unis ne pardonne pas beaucoup, et elle se retrouvera en difficulté. Donc, pourquoi faire tous ces efforts? Pourquoi essayer de se sacrifier autant pour l'objectif très improbable, finalement, de mettre un mois de loyer par an? C'est pas ça qui la fera sortir de la pauvreté, c'est pas ça qui améliorera sa situation. Au contraire, ça la pénalisera immédiatement pour un cas qui est tout à fait incertain. Et il y a beaucoup de cas où la pauvreté procède aussi, pour les individus qui la connaissent, à une sorte de réduction de la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément se dire, voilà, je vais épargner pendant 30 ans pour me payer quelque chose, car on n'est pas sûr que les conditions dans lesquelles on vit nous permettent de vivre encore pendant 30 ans, parce que l'espérance de vie des catégories populaires est plus courte, parce que la santé se dégrade plus vite, parce que le travail est plus difficile et absent. Voilà, ça n'a pas de sens. Dans ce contexte-là, imposé par une force matérielle extérieure, de faire des sacrifices d'épargne qui, de toute façon, même s'ils devaient marcher, ne vous permettraient pas d'améliorer véritablement votre situation. Parce que là, finalement, avoir une dépasse immédiate comme un festin de homard, une paire de baskets, un smartphone, une tablette, un écran, ou quoi que ce soit en réalité, c'est finalement un moyen de peu réduire la difficulté d'existence au quotidien, et c'est un moyen d'arriver à tenir le coup. et Donc, d'ailleurs elle le dit ça, hein, et moi il y a une citation que tu cites dans ton bouquin et qui est dans le bouquin de Mathieu Desmond dont elle est tirée, elle le dit, hein, que quand elle était petite, elle mangeait que des saucisses, enfin que des hot dogs, des espèces de knackis dégueux qu'elle aimait pas, qui la rendaient malade, et elle se disait quand je serai grande je mangerai des steaks, et maintenant elle a 60 ans et elle mange des steaks.
Et Voilà. on retrouve un peu cette idée dans le texte de Richard Hogarth aussi avec la chaîne la semaine dernière où il parle de cette importance de face à une vie difficile, savoir trouver des petits plaisirs, savoir trouver dans son cas du fish and chips ou une balade en bus, ça permet de survivre quand même à un travail et à une situation qui est au-delà de ça complètement misérable en fait. Oui, c'est-à-dire que la pauvreté ne fait pas disparaître les besoins de reconnaissance ou les besoins, les besoins matériels. C'est ce que je me disais tout à l'heure, quand je dis les pauvres, en fait, sont des consommateurs comme nous, comme les non-pauvres. Ils sont aussi besoin de se faire plaisir, ils ont besoin de tirer du plaisir de ce qu'ils consomment. Ils ont besoin parfois d'oublier la situation dans laquelle ils se trouvent. La pauvreté n'est pas un sacerdoce. Et d'ailleurs, les associations euh, qui s'occupent de la pauvreté le savent bien lorsqu'elles préparent, par exemple, des paniers repas pour les personnes à difficulté, les choses comme les restos culturels et autres, ben, ils mettent pas simplement tes produits de première nécessité. Ils mettent aussi parfois du chocolat, ils mettent parfois des choses qui font plaisir parce qu'on a le droit, quelque part, quand on est pauvre. Et on peut aussi se faire cette réflexion là, quand on est pauvre, à un moment donné, j'ai le droit d'avoir peut-être autre chose que pauvre. La reine le dit aussi, à un moment donné, tu as l'ouvrage de Mathieu Tasman, c'est tes notes de feu, il lui dit, donc le sociologue rapporte, il lui dit, tu vois, quand je vais raconter à mes lecteurs que tu dépasses ton marché comme ça, ils vont se dire, mais quand même, elle est pas bien, elle, pourquoi elle le consomme comme ça? Et elle répond assez tranquillement, d'une part, moi, je comprends pas non plus ce que font les autres. Je comprends pas pourquoi ils consomment comme ils consomment. Je comprends, la plupart du temps, je comprends pas ce que font les autres et ça me gêne pas plus que ça. Et puis, simplement, je consomme comme ça parce qu'à un moment donné, j'en ai envie. J'ai envie, en fait, de consommer comme les autres et quelque part, c'est aussi mon droit en tant que consommatrice, en tant que consommateur, de ne pas être réduit à ma pauvreté. L'idée que le pauvre, en fait, il devrait à tout prix se comporter comme un pauvre, il ne devrait avoir que des pauvres consommations, il est très facile à exprimer lorsqu'on n'est pas pauvre soi-même et lorsqu'on n'a pas à se confronter à cette situation-là. C'est quand on est à cette situation-là, on peut légitimement se poser la question, mais après tout, au nom de quoi je devrais, moi, ne vivre que de la façon la plus chiche et la plus petite et la plus sacrificielle possible. Pour quelle raison? Après tout, personne ne choisit d'être pauvre. Alors, Personne ne fait le choix de se dire à un moment donné, ah ben je vais vivre dans le dénuement, je vais vivre dans la pauvreté, je vais être au chômage, je vais... Voilà. Donc, à partir du moment où on n'a pas choisi cette situation, on peut avoir la tentation, qui est en principe, une fois que je passe sur n'importe qui, tout est du minimum d'apathie, peut le comprendre, de se dire, voilà, cette fois-là, je ne vais pas me priver, parce que la pauvreté, en fait, peut se voir comme une sorte de déni de soi permanent. On ne cesse de se dire, non, ça, je ne le consommerai pas, ça, je ne l'aurai pas. Et lorsqu'on a des SAFA, c'est quelque part encore plus difficile. Lorsqu'on est obligé de dire ça, c'est SAFA, en fait, non, ça, tu l'auras pas, ça, tu pourras pas, ça, non, non, non. Lorsqu'on répète ça en permanence à ses SAFA, on finit par se sentir comme un mauvais parent, on finit par se sentir mal et d'autres, à un moment donné, ça peut être compréhensible, ça peut être attaché. On peut se dire, bon, ben, cette fois, oui, cette fois, ça, je vais le lui donner, ça lui fera plaisir. alors c'est génial comme transition parce que tu casses un petit peu du sucre sur le dos de Hugues Lagrange, sociologue français qui a fait une étude intitulée Le déni des cultures il y a quelques années, dans lequel il explique que les relations sociales dans les quartiers populaires français s'expliquent par une prétendue culture subsaharienne. Et toi, tu réponds toujours à propos de culture, et tu dis si culture il y a, il faut plutôt la chercher du côté des travailleurs sociaux, des représentants politiques, des enseignants, des policiers et autres, qui répètent ce dont ces enfants ont besoin, c'est d'une bonne dose d'autorité pour apprendre la vie. Et d'une certaine façon, en fait, c'est encore une fois presque l'inverse, c'est-à-dire que la vie, on la connaît que trop bien, et c'est ça qui explique ces comportements économiques.
Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ces comportements économiques, ils sont pas le produit d'une culture particulière. J'ai un assez long passage qui discute cette notion de culture de la pauvreté, qui est une notion, elle est plus vive dans le débat américain que dans le débat français, Oui, mais parce qu'elle est il me complètement semble qu'elle raciste en commence, fait, ça il faut le qu'elle a dire. été apportée. Oui, Elle est complètement raciste dans le débat américain. Elle a été conçue pour s'en prendre aux Noirs américains qui n'ont pas eu de capital à la sortie de l'esclavage et qui n'ont pas réussi à en accumuler avec le temps à cause de la ségrégation, etc. Et on a repeint en culture de la pauvreté pour pas être obligé de dire les Noirs sont... Enfin, toutes sortes de clichés racistes sur les Noirs. voilà, on a repassé ça. Alors, ça vient d'un anthropologue qui s'appelle Oscar Lewis, qui avait travaillé aussi sur tes familles mexicaines, et qui en avait une vision un peu plus, elle est problématique aussi, mais elle est plus raisonnable, de dire que l'expérience de la pauvreté, originellement créée chez les enfants et donc plus tard chez les adultes, des dispositions particulières qui vont être reproduites dans une culture particulière qui reproduit à tort qui continue à reproduire à tort la pauvreté. Mais chez Oscar Lewis, ça vient une expérience originelle de la pauvreté. Ça a plus tard été transformé, et ça a toujours transformé largement aux États-Unis, même s'il y a des tentatives de reconceptualisation de la culture de la pauvreté plus intéressante, mais ça a toujours largement été défini comme sur le mode. Mais je suis même pas si caricatural, tiens, je le dis comme ça, mais c'est parfois que je suis comme les Noirs américains préfèrent se payer tes grosses voitures et tes chaînes à or et tes bijoux, et on a l'image des rappeurs américains, du gangsta rap et des trucs comme ça, plutôt que de travailler, d'utiliser leur argent, de l'épargner, de le réinvestir ta activité. Ou On dans a eu une, cette ou dans une version. maison, mais sans prendre en compte le fait que jusqu'à extrêmement tardivement, il y a eu des politiques qu'on appelle de redlining aux États-Unis, c'est-à-dire des quartiers, en fait des quartiers périurbains, un peu l'espèce de vie idéale hein, qu'on peut avoir aux États-Unis, où c'était juste de toute façon légalement interdit de vendre à des gens qui n'étaient pas blancs. Voilà, Donc forcément, ton on, argent, tu peux on, pas l'utiliser à acheter une maison, quoi. voilà, on a un peu, voilà. Ça met de côté cette question de la culture de la pauvreté comme une espèce de cette idée qu'en fait il y aurait des façons de faire qui produiraient la pauvreté et qui viendraient de la culture et de rien d'autre. Et cette culture est souvent laissée un peu tel flou. Ça pose énormément de problèmes. Enfin, ça marche pas du tout scientifiquement. Voilà, t'as cette version-là, même aux États-Unis, c'est largement il y a personne de sérieux qui peut encore y croire. Scientifiquement, politiquement, malheureusement, il y a toujours des gens qui croient. Alors, Donc j'ai l'impression que l'éclairage et quelques centres politiques essentiellement ont essayé de peu d'introduire ça en France sous un argument. En fait, vous voyez, il y a une culture particulière qui vient voilà, subsaharienne, qui vient de certains pays d'Afrique, de certains pays du Maghreb, etc., qui conduirait à reproduire la pauvreté. Moi, il me semble, lorsqu'on regarde véritablement les données et lorsqu'on s'intéresse aux pratiques qu'ont effectivement les catégories populaires, y compris de ces quartiers, de ces quartiers à difficulté là, où il y a une concentration de population racisée, en fait, c'est pas une question de culture, c'est une question de conditions matérielles qui s'impose aux individus. Et qu'en fait, si on se penche suffisamment sur ces situations-là, on pourrait être conduit à se dire, on serait dans la même situation qu'eux, on ferait pareil. Et donc, c'est pas la culture qui joue, c'est pas à ce niveau-là, c'est vraiment une force matérielle qui impose quelque chose. Par contre, on a effectivement du côté certains travailleurs sociaux. Je vais être prudent là-dessus. Il ne s'agit pas de blâmer tous les travailleurs sociaux. En plus, il y en a qui sont assez ouverts aux sciences sociales et à ce type de savoir-là, et qui sont impliqués, qui font si peu avec des moyens qui sont pas toujours très très importants, mais c'est aussi une position qui va être tenue par des politiques ou des choses comme ça, qui va dire finalement ce dont vraiment besoin ces populations-là, c'est pas de l'argent. C'est pas qu'on améliore leur situation matérielle, c'est pas qu'on les aide, mais c'est d'abord leur donner voilà, de l'autorité, leur donne les bonnes façons de faire, qu'on leur donne la bonne culture,
et tu les fasses, tu les totuises à acheter comme il faut. Et en fait, ce point de vue, ça qui s'applique sur pas de chose, que c'est plus un artefact ou une amulette intellectuelle qu'on va pratiquer à tout moment. Souvent pour essayer de te montrer qu'on est du bon côté politique et qu'on sait être exigeant avec les autres et qu'on sait être dur politiquement, mais absolument pas pour des raisons rationnelles ou à s'appuyant sur tes connaissances un peu précises sur les situations qu'on veut traiter. Alors justement, c'est un peu l'avant-dernière question que je veux te poser, en tout cas moi directement. Euh, on ferait comme eux si on était à leur place, et on ferait d'autant plus comme eux si on était à leur place, que les pauvres sont par ailleurs, on parle que de la moitié de l'équation en fait depuis tout à l'heure, il y a aussi tous les gens qui sont pas pauvres, et toi tu parles d'exploitation, et t'en parles notamment à travers un truc qui vient plus de la sociologie, là qui vient de la fiction, qui est ce que tu appelles la théorie bottière de l'injustice socio-économique. Qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Pourquoi c'est important de penser aux pauvres en relation avec les autres groupes à travers cette notion d'exploitation? Alors, la référence à la fiction de Terry Pratchett, c'était en fait pour moi un moyen d'illustrer une notion qui, par ailleurs, une idée qui se retrouve dans la littérature sociologique depuis assez longtemps, qui est l'idée que les pauvres payent plus. C'est-à-dire que les pauvres dépassent ça souvent pour un même bien plus que les autres. Et c'est notamment confirmé, ça a été confirmé par un travaux récent aussi de Matthew Desmond, dont je parlais tout à l'heure, aux États-Unis, publié dans l'American Journal of Sociology, dans un article où il montre en fait que les logements qui sont destinés aux plus pauvres sont en fait ceux qui sont les plus chers, rapportés au confort et au mètre carré, etc. Et ceux qui rapportent le plus, surtout aux propriétaires, c'est ceux qui sont les plus profitables. Il vaut mieux, en fait, pour gagner de l'argent aux États-Unis, louer aux plus pauvres des totis mal entretenus et de mauvaise qualité plutôt que tes appartements de bonne qualité ou tes appartements de luxe. Ça rapporte plus d'argent. Alors ça, c'est intéressant parce que cette réalisation-là, elle n'est pas du tout nouvelle. En réalité, elle remonte au moins à l'étude de W.E.B. Du Bois sur les Noirs de Philadelphie, où il fait déjà ce constat. En fait, il a été posé la question dans son étude aux locataires combien ils payent. Il se rend compte que les Noirs payent plus cher que les Blancs et que les pauvres payent plus cher que les riches. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Oui, parce qu'en fait, les pauvres n'ont pas le choix, ils vivent, et les Noirs aux États-Unis, dans ce contexte-là encore aujourd'hui, vivent là où on veut bien les laisser vivre. Ils n'ont pas le choix, puisqu'il y a des endroits où on va pouvoir les exclure, et donc c'était longtemps les calmants exclus, finalement, ils sont obligés d'accepter des appartements qui vont parfois, qui vont louer pour l'essentiel, soit ça t'équipe 80% de leur revenu. Et c'est ça qui me permet en fait d'introduire la notion d'exploitation. C'est une notion qui est évidemment très politique et qui s'assied politiquement. Et moi, j'ai essayé de montrer qu'en fait, elle peut avoir un fondement scientifique et qu'il est légitime de parler d'exploitation lorsqu'on est dans une situation telle que la richesse des riches est le produit de la pauvreté des pauvres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un lien, qu'il n'y a pas simplement des riches et des pauvres parce que leurs revenus sont différents, mais que l'existence de la pauvreté est une cotisation de la richesse des plus riches. Alors ça peut se faire directement par exemple le fait de vendre, de louer des appartements aux plus pauvres, de leur fournir, il y a en fait tout un business véritablement, tous des secteurs actifs de l'économie qui reposent sur la vente de produits, parfois de mauvaise qualité, parfois très chers, aux plus pauvres, et qui en fait consiste à récupérer les revenus sur les pauvres et à les faire circuler vers les plus riches. Ça peut être ces questions de logement. On a des marchands de sommeil aussi en France, même si le système est plus régulé et a évidemment des spécificités, évidemment et heureusement, ça tout par rapport aux États-Unis. Mais ça peut être la vente de produits à destination spécifiquement des plus pauvres, parfois à des prix plus élevés. Ça peut être le crédit à la consommation, qui va être toute une industrie qui en fait
existent pour fournir aux plus pauvres tes prêts pour qu'ils puissent gérer leur situation, ta l'urgence et les forçant en fait à accepter tes taux très cédés, soit parce qu'ils sont à l'urgence, soit parce qu'on exploite le fait qu'ils sont pas le capital culturel pour comprendre exactement ce qu'on leur fait signer. Ça, parce que là, c'est légitime de te parler d'exploitation. Et plus largement, parce que l'existence des plus pauvres permet assez largement aux plus riches de bénéficier d'un certain nombre de produits et de biens à un prix à des prix plus faibles. Par exemple, il y a la très belle atchète de Nicolas Chounin qui s'appelle Chantier Interactivos Publics, où il travaille sur le secteur des bâtiments et travaux publics du BTP. Et il montre en fait que les logements en France sont construits assez largement par une population de migrants sans papier qui sont dans une situation d'exploitation économique parfois extrêmement importante. Et ça permet d'avoir des logements qui coûtent moins cher. S'il y a des pauvres et s'il y a, voilà, c'est aussi une analyse classique, l'existence de la pauvreté joue aussi comme une menace sur la sorte des travailleurs, comme la cotisation de pauvre est une cotisation qui non seulement est difficile, mais en plus on rappelle régulièrement qu'elle est difficile et que politiquement on maintient à la difficulté en exigeant des réductions des aides sociales, limitant celles-ci, en essayant de contrôler les dépenses, etc. On fait de la pauvreté une cotisation particulièrement difficile et en fait ça exerce un effet de menace, d'incitation sur l'ensemble de l'amateur pour leur dire de travailler parce que sinon vous tomberez dans la pauvreté. Et il y a un point qui m'a toujours sinon amusé ou moins intéressé, j'en parle également à la fin du livre, j'essaye de montrer que la pauvreté, la question de la pauvreté est une question qui est beaucoup plus politique qu'économique. C'est-à-dire que pourquoi il y a des pauvres, c'est moins par nécessité économique, parce qu'en fait la richesse dans un pays comme la France existe et est disponible pour éviter par une répartition que qui que ce soit vivre dans une situation de pauvreté, mais par contre il y a un choix politique de laisser certaines personnes dans la pauvreté. Et donc, je termine le livre en évoquant notamment ce projet de revenu universel. Ah, justement, j'allais te poser la question. Pardon ? Justement, j'allais te poser la question. C'était ma dernière question que je voulais te poser. C'est ta solution à toi, justement, pour régler les problèmes des pauvres. Parce que c'est une question politique extrêmement complexe, donc on imagine que ta solution doit être également assez complexe. Qu'est-ce que c'est ? Alors, elle est pas spécialement complexe. Ma solution à ça, c'est-à-dire, je pars du revenu universel pas pour le défendre à soi, même si ça me semble une unité qui mérite au moins d'être sur laquelle on mérite de réfléchir. Je vois aussi plein de problèmes dans le revenu universel, notamment si ça vient à remplacer certaines aides qui peuvent exister pour des situations particulières, des personnes souffrant de handicap, etc. Ce genre de choses. Et bon, moi, ce qui m'intéresse dans cette proposition, c'est que lorsqu'on la fait, on a souvent une réaction qui est, mais s'il y a un revenu universel, si tout le monde peut disposer de revenus à travailler, qui ramassera les poubelles ? Bah oui. Et ça, c'est intéressant comme réaction parce que ça veut dire que, en fait, si on veut qu'on ramasse les poubelles avec un revenu universel, il y aura deux solutions. Il y aura soit on les paye correctement, plus que le revenu universel, pour les motiver, soit on le fait soi-même. Mais donc, ça veut dire qu'actuellement, on profite chacun de nous de l'existence d'une pauvreté de personnes qui sont contraintes par la pauvreté à se livrer à des activités qu'on préfère nous éviter, comme ramasser ses poubelles et plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est une culture à dire que ça va tout un problème politique finalement. On est collectivement content qu'il existe des pauvres pour se charger d'un certain nombre de fonctions dont on ne voudrait pas subir, nous, non pauvres, les toutes. Et ça, c'est quelque chose qui, toi, je le dis à titre personnel, tu m'as fait découvrir Karl Polanyi, son travail. C'est quelque chose qui est très vieux, en fait. C'est une idée qui est très vieille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que le travail puisse être une marchandise,
Il va falloir que les gens aient le choix entre faire des trucs dégueulasses dans des conditions absolument dégradantes ou mourir de faim en fait. Donc c'est une question qui est pas, c'est pas juste une question de charité, c'est pas juste une question de sympathie, c'est pas juste une question de solidarité, c'est une question d'organisation économique d'ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on a constitué, c'est l'argument de Polanyi, lycée Pierre Polanyi, par ailleurs, là je parle de transformation, lycée-le, voilà. Euh, c'est l'idée que, en fait, la faim, le fait d'avoir faim a été constitué comme une motivation économique, ce qui n'est pas naturellement, puisque dans de nombreuses sociétés ont existé des moyens de faire en sorte que la faim ne soit jamais qu'une expérience collective, c'est-à-dire il y a une famille, toute la communauté n'a pas d'argent, donc souffre de la faim, mais si un individu se retrouve, lui, à difficulté personnelle, il y a des formes de solidarité qui lui évitent de tomber dans la famille individuelle. Donc, constituer la faim à motivation économique, la menace de la faim à motivation économique a été une des conditions d'émergence extrêmement importante du capitalisme tel que le connaît. Et donc, sur ma solution, par rapport à la question de la pauvreté, alors oui, c'est une question extrêmement complexe. Et donc, je finis le livre à disant que la solution extrêmement complexe sur laquelle être à peu près tous les travaux sociologie, mais aussi en économie. C'est que si vous voulez que les pauvres soient moins pauvres, si vous voulez qu'il n'y ait plus de pauvreté, le plus simple, le plus efficace, c'est de leur donner de l'argent. C'est ce qui marche le mieux, parce que les pauvres, globalement, lorsqu'on de qui sont les capacités de gérer leur argent à peu près correctement, lorsqu'ils sont accès au pouvoir que donne l'argent, et sont en capacité d'améliorer au moins leur situation, voire de sortir de la pauvreté. Ça ne veut pas dire que derrière, ils deviendront tous de jeunes start-upers qui s'enrichiront un million, si tant est que ce soit un modèle de société qui est désirable, ce dont je me permets à titre personnel de douter, mais en tout cas, ils ne seront plus pauvres. Et il faut aussi savoir quel est l'objectif que l'on politiquement que l'on veut se donner. Mais voilà, la solution sur laquelle tend la littérature, à mon sens, c'est ça. Si vous voulez réduire la pauvreté, le plus simple, c'est de donner de l'argent. Et donner de l'argent sous forme liquide, parce que globalement, les pauvres savent assez bien de quoi ils ont besoin eux-mêmes, ils savent assez bien gérer leur argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie, par exemple l'assurance maladie, qui peut se donner sous forme de don à nature, mais l'argent liquide, c'est encore une façon relativement efficace de réduire la pauvreté. Alors je pense que Voilà. c'est une assez bonne façon de finir sur ton bouquin. Il y a plein d'aspects du bouquin sur lesquels j'aurais bien aimé qu'on revienne, mais bon, on a un temps qui est limité. Est-ce que tu as le temps d'accepter quelques petites questions qui ont été posées sur Twitter en une phrase ou deux? C'est pas des questions qui demandent un approfondissement particulier, sauf si tu en sens vraiment la nécessité. Ouais, aussi. Alors, j'enlève les questions auxquelles tu as déjà répondu. Les gens qui les ont posées, à mon avis, ont eu les réponses dedans. Il y a quelqu'un qui te demande une question qui est vis-à-vis de ton rapport en fait à l'engagement à travers ce bouquin, tout en précisant, alors cette personne précise que c'est pas particulièrement une attaque contre toi, mais sur la question des universitaires et de l'engagement, pourquoi est-ce que l'immense majorité des universitaires écrivent des livres et des articles critiques que seuls eux et ceux déjà convaincus lisent, mais ne s'engagent pas politiquement ou par tout autre moyen d'action directe pour tenter de changer les choses. Et à ce niveau-là, moi j'ai un petit développement à amener là-dessus. Quand je t'ai connu il y a quelques années, il me semble que ton slogan personnel c'était je ne milite que pour les sciences sociales, et clairement dans ton bouquin c'est pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as changé d'avis, et si oui, pourquoi? Alors, c'est intéressant que tu me dises ça, parce que moi, j'ai le sentiment, en écrivant ce bouquin, justement, d'avoir respecté mon principe, d'avoir milité que pour les sciences sociales. Euh, C'est-à-dire que même si je peux, vers la fin du bouquin, dire voilà, la solution la plus efficace pour réduire la pauvreté vers lequel nous la littérature sociologique économie, c'est de donner de l'argent, c'est sous une réserve, qui est une réserve importante, c'est que l'objectif politique que l'on se donne, c'est effectivement de réduire la pauvreté. Et si à titre tout à fait personnel, je pense que c'est le cas,
si son objectif n'est pas de réduire, si votre objectif n'est pas de réduire la pauvreté, ma foi, c'est pas une solution qui doit s'appliquer. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que je veux restituer le fait qu'il y a un débat qui est proprement un débat politique, sur lequel c'est pas la science qui va pouvoir tracher les choses, qui va pouvoir nous dire voilà, c'est ça qu'il faut faire pour au final arrêter de discuter. Non, il n'y a pas une question politique. Il faut qu'on soit convaincu, il faut de ce point de vue-là qu'on convainque politiquement, avec des arguments politiques, que la réduction de la pauvreté et la disparition de la pauvreté est un objectif qui est pertinent. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que la pauvreté est un problème politique, elle est produite par des choix politiques que nous faisons, ça toujours en aide sociale. Donc j'essaye de restituer l'éligibilité de ces choix. On cherche à chacun, une fois qu'on a dit ça, de décider quel choix il veut faire et s'ils veulent effectivement lutter contre la pauvreté, alors voilà ce que l'on peut faire. Si vous décidez de ne pas lutter contre la pauvreté, je trouve ça personnellement très triste et tout à fait problématique, et je ne pourrais pas vous convaincre par un argument scientifique. Je ne pourrais vous convaincre que par un argument politique. C'est ça que je veux dire. Et alors sur la question des universitaires qui publient que des articles et des bouquins que eux-mêmes lisent et s'engagent pas, qu'est-ce que tu penses de cette... Est-ce que c'est une question pertinente, pas pertinente Alors, c'est une question qui me semble pertinente. En fait, qu'on peut poser, légitimement, qu'on peut poser. Il y a plusieurs niveaux auxquels on peut répondre. Ça serait ça tout assez compliqué, donc je vais ça tout pas avoir le temps de tout dire, et je ne sais pas si je pourrais tout dire de toute façon. La première chose, c'est qu'il y a un certain nombre, l'une des raisons pour lesquelles les universitaires ne s'engagent pas toujours et ont tendance parfois à parler effectivement à d'autres universitaires, c'est pas un problème individuel ou un problème de positionnement politique des universitaires, c'est un problème de fonctionnement des universités et du monde académique. On a un marché du travail qui est stylé, c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour les jeunes chercheurs. On a des chercheurs installés qui ont des obligations en termes d'enseignement et de recherche et de publications qui sont extrêmement pressantes et extrêmement prenantes. Et le temps que l'on peut dégager pour s'adresser à un public autre que universitaire, il est quand même difficile à trouver parce que de nombreux chercheurs, et pas simplement en sciences sociales, le sentent et le ressentent comme ça et pourront en témoigner. Donc là-dessus, il y a une question à poser, quelque part à un niveau collectif de fonctionnement de la science et de la recherche. Si on pense qu'il est bon que les scientifiques en sciences sociales ou ailleurs s'engagent plus dans la société, prennent des positions plus fortes vis-à-vis d'un mouvement social ou vis-à-vis d'une activité pratique, il faut créer des conditions matérielles pour que ce soit possible dans le fonctionnement de la recherche. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et vu la réforme qui s'annonce pour l'enseignement supérieur et la recherche en France, je suis pas sûr que la situation soit appelée à s'améliorer. Donc c'est une première façon que j'aurais de répondre à cette question. Une deuxième chose que je pourrais dire, c'est se poser la question, est-ce que c'est vraiment le rôle des universitaires de s'engager? Est-ce que c'est le rôle, est-ce qu'ils sont les mieux placés pour le faire? Ils produisent des savoirs qui peuvent être extrêmement utiles, je pense, au mouvement politique, quel qu'il soit, et que tout le monde devrait avoir intérêt à regarder. C'est pas forcément la source exclusive du savoir, mais c'est une source importante de connaissances, de réflexion équité pour les mouvements politiques. Est-ce qu'ils sont vocation, une fois qu'ils sont produits leur recherche, à par ailleurs prendre la tête d'un mouvement social, prendre la tête d'un mouvement politique? Je suis pas sûr que ce soit leur rôle. C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur les connaissances produites par la recherche sans nécessairement avoir besoin que ce soit les chercheurs qui s'imposent un peu comme les philosophes froids qui vont quitter le peuple ignorant, pour être un peu caricatural, vers les mathématiciens. Je suis pas sûr que ce soit la position sur laquelle on gagne le plus. Moi, j'ai écrit ce livre, en tout cas,
j'aime bien le dire comme ça, je l'ai écrit un petit n'ayant à tête qui pouvait être lu par le tonton raciste de tout le monde. Le tonton raciste, on parle toujours sur les réseaux sociaux. Qui, voilà, trouve ça comme une espèce de mème sur les réseaux sociaux chez un au dîner de famille, chez mon oncle qui est raciste, ultra-conservateur, réactionnaire, etc. Donc j'essaie de produire un livre qui soit de nature à convaincre à éclairer aussi cette personne-là. Donc, offrez ce livre à vos tontons racistes plutôt que de leur parler au repas de famille. Il existe aussi pour ça. En tout cas, j'ai écrit ce livre aussi. Pour moi, c'est ma forme d'attachement. Et c'est justement une forme d'attachement qui passe par la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire rendre disponible au plus grand nombre de personnes, j'espère qu'il sera le plus grand possible, mais quand des personnes qui voudront bien me dire ces connaissances sociologiques pour qu'ils puissent les utiliser de la façon qu'ils le souhaitent. Mais au-delà de ça, je ne pense pas que ce soit à moi, sociologue, chercheur, vulgarisateur, ce que l'on voudra, d'aller après dire au chat comment ils peuvent s'attacher, comment ils peuvent agir et de prendre la tête du mouvement social. Ça me semble d'un mouvement social. Ça me semble être une autre position qui est extrêmement importante, qui doit être menée, mais je suis pas sûr que ce soit les scientifiques, les chercheurs qui soient le mieux placés pour le faire. On produit des connaissances, c'est échappe au coup. Il faut les rendre disponibles. Et c'est une façon de s'attacher, de diffuser les connaissances que l'on a produites hors du champ scientifique. Et c'est ce que les chercheurs ont peu de temps à faire et ont du mal à faire, parce que ça demande aussi une intérieur et compétences tout à fait particulières. Mais après défendre spécifiquement une option politique, c'est autre chose. C'est un autre travail. Et puis c'est une question, en fait penser que ce serait je dis notre parce que j'ai encore un petit peu d'espoir de faire partie de ce monde un jour, que ce serait notre boulot, c'est aussi être un petit peu antidémocratique en fait, c'est-à-dire que comme tu le disais tout à l'heure, c'est des questions qui sont politiques, c'est pas que des questions qui sont technographiques. Le but c'est pas de remplacer une technocratie néolibérale par une technocratie. Moi, je suis assez contre la position, tu philosophes roi, tu sociologue roi, tu scientifique roi, tu dis bon, écoutez, voilà ce qu'on fait, et puis c'est tout parce que c'est de ça qui parle. Ouais. Alors une autre question qui est posée par quelqu'un qui aime bien la bagarre. Page 17, tu écris que certains sociologues font de la métaphysique sociale plutôt que de la science. Cette personne veut savoir à qui tu fais référence. Elle veut des noms, elle veut du conflit et potentiellement je crois qu'elle veut que vous vous tapiez dessus dans un octogone. Alors, t'as le droit de faire valoir ton devoir de réserve. Hein, c'est... J'ai pas un exemplaire de mon bouquin sur mon bureau. Il faudrait que je me lève pour aller le chercher. Attends, j'ai le bouquin dans la main là. Je vais te chercher tout de suite si tu veux bien. Je vais chercher le mot méta parce que comme j'ai un truc qui me permet de faire de la recherche de mots. Voilà, je t'avoue que je ne connais pas mon livre à la page près, que je suis pas capable de dire. Page 17, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, il y a des sociologues, je pense, qui font des formes de métaphysique ou qui ont fait des formes de métaphysique. Il y a des formes de sociologie que je vais dire, je les aime pas, mais ça donne l'impression que c'est une question de tout, alors que bon, c'est une question de C'est ça, hein, la discipline est née des grandes enquêtes sociales menées au XIXe siècle, et si au cours de son histoire certains de ses praticiens ont pu se laisser à faire des discours ressemblant plus à de la métaphysique sociale qu'à de la rigueur scientifique, mais qu'à la rigueur souhaitée par les fondateurs, cette période semble bien terminée. Donc c'est des gens qui sont morts, donc l'avantage c'est que vous n'aurez pas à vous taper dessus a priori. Voilà, ce que je vis dans ce passage-là, c'est il y a eu tout. Pour l'histoire de la sociologie est compliquée, mais entre les débuts, voilà, l'époque, on va dire, de Durkheim et aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'auteurs. Je passe par exemple à Dalton Parsons aux États-Unis, qui était le grand sociologue de la Guerre mondiale, et qui construisait une théorie extrêmement compliquée, fonctionnaliste sur la société. Très joli, mais on ne savait pas quoi en faire. Quoi. Et c'est pas les choses qui m'intéressent. Ouais.
Ça se retrouve. Bon, on peut toujours citer Maffesoli. Hein, si quelqu'un veut se taper à propos de Michel Maffesoli, je suis disponible. Je ne sais pas s'il fait pas de la sociologie. Et si on veut aller dans les choses, si on veut se taper un peu plus, je pense que ce que fait Geoffroy de la Cannerie, par exemple, à mon sens, ne relève pas vraiment de la sociologie. Relève plus d'un discours politique qui tend parfois vers des formes de métaphysique sociale et qui me semble pas ce qui est intéressant aujourd'hui à sociologie. Sans que ça prouvait forcément, je crois que la théorie est quelque chose qui est très attaché politiquement, autour de différentes choses, récemment autour du comité pour Adama. C'est pas une critique de ces engagements politiques, hein, qui peuvent même me s'appeler tout à fait honorable, mais je pense que ce qu'il écrit comme sociologie, qui se présente comme tel, est plus une forme de philosophie qui, moi, m'intéresse peu. Voilà, et qui tend souvent vers un positionnement politique, en fait, une forme de rationalisation d'un positionnement politique, et comme une réflexion sur ce que la société devrait être idéalement, ce qui n'est pas forcément inintéressant, mais c'est pas ce que moi, j'appelle de la sociologie, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que je lis ou je fais de la sociologie. Alors voilà, s'il faut se taper, on peut se taper autour de ça. Hein. Alors Ça ça, va. les gens prendront contact avec toi après, hein. Voilà. Avant-dernière question, Denis Colombi, où va l'argent des riches? On me l'a souvent posé. Ouais, j'imagine. Euh, c'est une question qui mériterait peut-être un deuxième bouquin. Ouais. Euh, que je n'écrirai pas. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. J'ai écrit un deuxième là qui va parler de choses assez différentes, hein, qui va essayer d'analyser les comportements capitalistes. Donc, pas où va l'argent des riches, ça se rappelle comme deux. L'argent des riches, il va ça tout à beaucoup à trois. Euh, À et ce travers qui le me monde. semble important, Je dis à travers le monde, à travers le sur monde, des ça peut tout îles. à trois à travers le monde. Je peux regretter qu'ils ne viennent pas plus vers moi, par ailleurs. Donc, si vous êtes riche et que vous souhaitez me l'envoyer, n'hésitez pas, prenez contact aussi. Ce qui me semble intéressant plutôt sur cette question, c'est qu'en fait, l'achat des riches ne va pas forcément dans des consommations qui sont aussi différentes de l'achat des pauvres, ou plutôt c'est l'inverse, l'achat des pauvres ne va pas forcément dans des consommations qui sont aussi différentes de l'achat des riches. Comme je le disais, ce qui m'intéresse aussi, c'est de montrer que les pauvres sont des consommateurs comme les autres, qui consomment par exemple pour des questions de statut social, parce que c'est quelque chose qui est important, même Ouais. quand on est pauvre et qu'on peut difficilement s'en passer, qu'il y a des formes de consommation statutaire, que parfois on consomme pour se faire plaisir, qu'on consomme pour des loisirs. Et je ne sais pas si les deux questions reçoivent des réponses si différentes que ça. Simplement, ce qu'on peut constater au moins, c'est que l'achat des riches, il n'intéresse pas forcément autant que l'achat des pauvres, où il intéresse en tout cas pas de la même façon. Ouais, à En ce tout niveau-là, il n'intéresse pas à contrôler. j'ai fait quelques petites comme ça consultations tout à l'heure en préparant cet entretien et par exemple, j'ai été frappé par le fait que quand un type comme Elon Musk consacre une certaine quantité de sa fortune à faire développer des trucs qui vont avoir des impacts beaucoup plus importants que les soi-disant émeutes du Nutella, style essayer de développer un tunnel qui passe sous la ville pour faire passer les voitures de ses copains, ou concevoir une entreprise qui va fabriquer un briquet géant parce qu'il a trouvé ça rigolo de faire ce truc-là. Il n'y a pas de traitement du style ou des investissements beaucoup plus étranges, hein. Par exemple, j'ai vu un type qui avait investi dans une boîte qui avait pour projet de faire des transfusions de sang de jeunes à des vieux pour qu'ils puissent rajeunir, ou des trucs un peu pseudo-scientifiques comme ça, qui coûtent beaucoup plus cher. Et là, il n'y a pas d'article sur ces gens-là sont fous, mais plus ces gens-là vont nous sauver. Oui, oui, c'est pas. En tout cas, il n'y a pas de tentation politique de contrôler l'argent des riches, Ouais. ce qui est assez intéressant. Et il n'y a pas non plus, j'ajouterais une autre question qu'on pourrait poser, c'est pas où va l'argent des riches, mais d'où vient l'argent des riches. Tu parles d'Elon Musk, peut-être que quand on y regarde de près, en fait, l'argent d'Elon Musk, il y a pas mal de l'État. Et Oui, et d'une mine l'argent des pauvres d'émeraude aussi, en parfois, il y a de Afrique du Sud l'État. à Il y a l'époque de peut-être des questions à l'apartheid. poser là. Mais bon.
Je disais, il vient aussi d'une mine d'émeraude en Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, mais t'as raison, c'est surtout des contrats publics qui lui ont fait gagner son argent récemment en tout cas. Voilà, tes contrats, tes subventions, tes choses comme ça, et via statut aussi. Si on recartait, oui, on recarterait tout via l'argent des riches. Si vous savez vite écrire ce livre, faites-le. À mon avis, il y a des choses intéressantes à poser sur l'origine du capital, en fait. Et sur comment il s'inscrit à tes histoires, d'accumulation, il y a peut-être des questions d'exploitation économique, raciste et autres sur le long terme. Il y a peut-être quelque chose à écrire là-dessus. Voilà. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas le projet de le faire. Mais n'hésitez pas. On peut quand même renvoyer au classique sur l'accumulation primaire, évidemment d'abord bon, Marx qui l'a théorisé, mais d'autres travaux qui peuvent être intéressants, par exemple Caliban et la sorcière, qui évoque cette question de Oui. l'accumulation primaire du capital et comment... dernière question, Denis, et après je te laisse parce que je sais que on a déjà explosé le temps qu'on s'était donné. Une question qui est à mon avis très bien pour finir. Est-il possible d'éradiquer la pauvreté? Il semble bien que oui. C'est-à-dire que lorsqu'on se tourne vers les travaux des économistes, si on regarde, est-ce que la quantité de richesse dont on a besoin pour qu'il n'y ait plus de pauvreté tel le monde existe? La réponse est oui. Cette richesse existe. Le problème, c'est son déplacement, sa distribution. Ça peut être difficile à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des phénomènes qui produisent de la pauvreté qui sont compliqués à contourner, parfois des catastrophes naturelles, parfois des guerres, des conflits politiques. Et les conflits politiques, c'est pas les plus simples à régler. À l'échelle d'un pays comme la France, est-ce que par une politique de redistribution, on pourrait faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit vive sous le seuil de pauvreté? Alors, peut-être que tout le monde ne sera pas riche à 1 million, mais au moins que les gens puissent marcher à leur faim, avoir un certain confort économique. C'est économiquement possible, il n'y a rien qui s'y pose, la richesse existe. La question, c'est comment cette richesse est distribuée. Et c'est pour ça que je dis que la pauvreté est une question politique, c'est une question d'organisation de la société politique au sens premier. Et c'est ça qui me semble intéressant. Bon, écoute, Denis, merci beaucoup. Je tiens à m'excuser aussi auprès des personnes, les nombreuses, très nombreuses personnes qui ont envoyé des questions sur Batman. On en parlera peut-être une autre fois. J'espère qu'il y aura un épisode spécial sur Batman, quand Bien même, sûr. parce que j'ai plein de choses à dire. Écoute, dès que je En trouve attendant que quelqu'un vienne me faire écrire un livre dessus. dès que je trouve un bouquin, bah, tu viens de me donner une référence, donc je la prendrai, puis je verrai si j'ai l'occasion de faire un truc éventuellement sur la sociologie des super-héros, et dans ce cas-là, je t'inviterai pour parler de Batman. Denis, D'accord. où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te lire, t'entendre, te voir? Je pense pas que ce soit trop possible, mais te lire et t'entendre davantage. On peut me lire sur mon blog, uneheurtepen.blogspot.com. On peut me lire également sur Twitter, donc @uneheurtepen. Attention, il y a beaucoup de blagues sur Batman sur mon Twitter, mais il y a aussi que la sociologie de Tasata. Et pour l'instant, voilà, c'est les 103 essentiels où on peut me trouver. Et à librairie pour le livre. Et si vous êtes à Nantes, je suis le samedi 3, octobre à Nantes pour une rencontre dans une librairie dont je n'ai plus le nom, mais je le remettrai sur Twitter. Vous pouvez vérifier là si vous voulez me voir à vrai. Et voilà. Et normalement, l'année prochaine, pour un deuxième livre, que je devrais être en train d'écrire, que je suis. J'ai commencé, mais le début d'année est rude. Mais il sera écrit. Voilà. Eh ben, en tout cas, moi j'ai hâte de le lire. Je peux que recommander ton bouquin, en tout cas au format que je connais, c'est-à-dire le format EPUB. Il se lit effectivement très bien et j'ai pas essayé sur un tonton ou une tante, mais en tout cas moi qui ne suis qui qui lit un petit peu ce type de bouquin, je le trouve particulièrement abordable. Merci beaucoup Denis, puis je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. Allez, salut. Merci. Bonne soirée. Salut. Voilà, écoutez, je vais pas rajouter grand-chose, hein. Merci beaucoup aux personnes qui ont été là pendant, pendant les 2 heures. C'était une interview très intéressante et si ce type de format
vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et on en fera d'autres. Je tiens à en profiter juste pour dire une chose, parce qu'il y a quand même, il y a quand même une petite critique ou une attaque d'un certain nombre d'auteurs qui a pu être faite à certains moments dans l'interview. Il va évidemment de soi. euh, Moi, par exemple, par ailleurs, je ne partage pas, j'ai pas nécessairement les connaissances nécessaires pour partager ou critiquer l'opinion que Denis a pu exprimer sur un certain nombre de travaux d'auteurs, etc. Mais il va de soi que, que ce soit eux ou leurs représentants, hein, Michel Baffezoli, Talcott Parsons. Talcott Parsons, c'est compliqué pour lui parce qu'il n'est pas en très bonne santé ces dernières années. Que si vous êtes Michel Baffezoli, Geoffroy de la Gannerie, Hugues Lagrange, qui d'autre a été cité, quelqu'un qui est très fan de Talcott Parsons ou, euh, ou ce type d'auteur, et que vous estimez que vos travaux n'ont pas été bien représentés dans la discussion, vous êtes bien entendu sous le coup d'une invitation ultérieure, hein, pour en discuter avec plaisir. Il faudra que je lise vos bouquins pour ça, c'est pas nécessairement le cas de toutes les personnes que j'ai citées ici, et on en parlera. Euh, En attendant, alors par contre, si vous êtes représentant d'un groupe qui veut expliquer que les pauvres sont des gens qui sont immoraux, je sais pas si je vous inviterai, mais enfin on peut en discuter. N'hésitez pas à rentrer, mes DM sont ouverts sur Twitter, hein, comme on dit d'habitude. En attendant, ben, écoutez, cette interview elle est terminée. Nous on va se retrouver mardi pour une nouvelle lecture. Il s'agira d'une lecture d'un bouquin, euh, à mon avis, enfin d'un autre bouquin qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il s'agit de Ceux qui restent, de Benoît Coquart. Donc ce sera mardi à 18 h comme d'habitude, selon notre heure habituelle. J'ai assez hâte de le lire en public. Et, euh, et ça va être tout pour le programme d'aujourd'hui. La vidéo évidemment va être uploadée sur YouTube dans les jours qui viennent, voire les heures qui viennent. Et j'ai très, très hâte de pouvoir la diffuser. Je remercie vraiment les personnes qui étaient là aujourd'hui. C'était vraiment très très chouette. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser à l'écran de chargement. Je vais relancer un petit peu une musique de sortie. Et puis bah, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon week-end. Vous pouvez retrouver, comme c'était dit, Denis sur Twitter, sur son blog. N'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis, en attendant, ben, vous pouvez lire son bouquin, lire les bouquins qui ont été référencés ici. Si vous êtes sur la vidéo YouTube, il y a toutes les descriptions de toutes les sources et tous les liens dans la description. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis salut, salut tout le monde.